Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un sujet qui me semble d'actualité, et la question que je me posais c'était donc pourquoi est-ce que les idées intersectionnelles, woke, etc. d'extrême gauche sont reprises à leur compte par le grand capital. En effet, il est très difficile de ne pas remarquer qu'en 2020 et dans les années précédentes, les mouvements comme Black Lives Matter ou les mouvements LGBT, etc. étaient très souvent mis en avant par des grosses entreprises comme les GAFA, Disney, Coca-Cola récemment avec son séminaire qui avait pour sujet le fait d'être moins blanc, c'est-à-dire How to be less white, avec l'idéologue très controversé Robin DiAngelo, qui a écrit le livre White Fragility. Donc au premier abord, on pourrait se dire oui, effectivement, c'est très étrange que des idées d'extrême gauche soient aussi mises en avant par de grosses entreprises capitalistes comme Google, Apple, Amazon, Disney, Coca-Cola, etc., etc. Et lorsqu'on le fait remarquer aux gens d'extrême gauche, ils vont vous dire que c'est simplement un coup marketing, c'est-à-dire que les grosses entreprises se servent de ces messages-là pour faire de la publicité, en se disant tout simplement que ces idées sont tellement populaires que, en les mettant en avant, ils vont forcément réussir à vendre plus de leurs produits. Donc ça, c'est le message de propagande gauchiste qui dit ça, parce que pour eux, il est impossible que des entreprises multinationales extrêmement riches soient d'accord avec eux. Et donc le point de départ qu'ils ont, c'est nos idées sont tellement populaires que nos ennemis idéologiques, les riches, s'en servent pour promouvoir leurs produits. Personnellement, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ce sont d'abord des idées bourgeoises qui ont ensuite été distillées à travers une avant-garde idéologique qui serait la gauche, de façon à influencer la société pour aller vers une nouvelle société qui leur plaît plus. C'est-à-dire une société atomisée, où les individus n'auraient plus de liens en commun, parce que divisés dans des groupes de race, de genre, de sexualité, etc. Et donc ils deviendraient incapables de s'organiser autour d'un bien commun et d'une idée commune. Donc on avait déjà vu dans une précédente vidéo qu'une des raisons pour laquelle le grand capital aime l'immigration, c'est parce que ça lui permet de faire du dumping social. Mais ils obéissent surtout à la loi du marché, l'offre et la demande. Et la demande reste forte. Les patrons sont satisfaits de leurs services. Exemple, Francis Bouygues, entrepreneur parisien qui employait à l'époque dans son personnel 80% d'immigrés. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Et donc de baisser le salaire des natifs, ou au moins de remplacer les natifs dans leurs emplois par des nouveaux arrivants qui seront prêts à travailler pour beaucoup moins cher. Maintenant, la diversité a également d'autres intérêts pour les grands industriels. Il y a un document qui est sorti il y a à peu près un an sur l'entreprise Whole Foods, qui appartient à Amazon, qui explique qu'un des intérêts d'avoir de la diversité au sein de l'entreprise, c'est d'empêcher la formation de syndicats. Puisque moins un groupe d'employés est homogène ethniquement parlant, moins il a de chances qu'il forme un syndicat et donc qu'il revendique des droits supplémentaires, ou bien qu'il revendique plus d'argent, etc., etc. Et donc ça n'est pas moi qui le dis, c'est Jeff Bezos, patron d'Amazon. En tout cas, c'est les gens qui travaillent pour Jeff Bezos qui ont écrit ça dans un document qui a ensuite été leaké. Donc on comprend très bien pourquoi ces entreprises aujourd'hui font la promotion de ces idées. Ça n'est pas une question de marketing et ça n'est pas une question de promouvoir leurs produits auprès d'un public conquis par les idées intersectionnelles. Au contraire, c'est parce que eux veulent de la diversité pour augmenter leurs bénéfices et améliorer leur emprise sur leurs employés qu'ils ont commencé à promouvoir ces idées. Bien avant, bien sûr, l'extrême gauche en réalité. La diversité est donc une valeur aussi marxiste que capitaliste. Inconsciemment, si la gauche promeut l'immigration et la diversité, c'est parce que la gauche a besoin d'un vivier de gens qui voteraient pour elle. Plus ces gens ont un QI bas, mieux c'est pour eux, puisqu'ils n'auront pas à se poser de questions sur la finalité de ces idées. Et pour le capitalisme, c'est la même chose, c'est-à-dire que le capitalisme a besoin d'un vivier de travailleurs qui ne sont pas assez intelligents pour se poser des questions, et qui sont quand même assez fonctionnels pour pouvoir faire des jobs, des petits jobs, etc. Et donc on voit là l'alliance capitaliste et marxiste, qui existe depuis toujours en réalité, il y a toujours une alliance entre les grands capitalistes et le marxisme, mais j'ai envie de dire aujourd'hui elle est un son paroxysme, parce que les deux ont besoin de faire venir des gens du tiers-monde, peu intelligents, dans le but de les faire travailler et de briser la cohésion des autochtones en fait. Donc à une petite échelle, ça n'est pas très intéressant, parce que dans une petite entreprise par exemple, on sait que la diversité va avoir tendance à
réduire la productivité. Donc quand vous avez peu d'employés, ce qu'il vous faut, c'est qu'ils soient très productifs. Mais à l'échelle d'une grande entreprise, ce qu'il vous faut, c'est qu'ils soient incapables de s'organiser, et surtout qu'ils soient facilement remplaçables par des nouveaux venus, au cas où ils décident de contester vos décisions ou de contester votre manière de faire. Donc là, nous avons vu rapidement en quoi il y a un intérêt pour ces entreprises de promouvoir la diversité, qu'elle soit ethnique, religieuse, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va aborder la deuxième partie qui sera sans doute plus courte, mais qui va s'intéresser plutôt aux raisons pour lesquelles la gauche imagine que ces idées sont tellement populaires qu'elle a réussi à faire plier en fait Amazon et Google, etc. Pourquoi est-ce que la gauche se dit ça? Tout simplement déjà parce qu'elle ne peut pas concevoir l'idée que ces idées à elle soient venues d'autre part. Ce sont des idées de gauche et donc elles ne peuvent pas être venues de chez Francis Bouygues ou de chez Jeff Bezos. La deuxième raison pour laquelle la gauche va avoir tendance à s'imaginer que ces idées sont extrêmement populaires, c'est dû à la façon dont interagissent les gens de gauche. Beaucoup d'entre eux vivent en effet dans ce qu'on appelle des bulles idéologiques où ils ne se confrontent jamais à d'autres points de vue. Donc ils ne parlent qu'entre eux, et un des effets que ça va avoir, c'est qu'ils vont s'imaginer donc que tout le monde pense comme eux, puisque tous les gens avec qui ils interagissent pensent comme eux. Vous pouvez aller tout de suite sur Twitter et aller discuter avec un Mondrian, vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui et qu'il a tort et que idéologiquement parlant il a tort sur toute la ligne, il va vous bloquer directement pour que vous ne puissiez pas déranger son microcosme idéologique dans lequel il ne discute qu'avec des gens avec qui il est déjà d'accord. Usul, de la même manière, a dit à plusieurs reprises qu'il ne débattait qu'avec des gens avec qui il est d'accord. Alors vous me direz, je vois pas trop l'intérêt à aller débattre avec des gens avec lesquels je suis déjà d'accord. Alors il n'a pas exactement dit ça, il a dit qu'il ne débattrait pas avec des gens avec qui il n'est pas d'accord. C'est un petit peu différent, mais ça revient au même. Et ça a de tout temps existé. Du temps de Oswald Mosley, déjà, cette extrême gauche refusait de débattre et préférait la censure à la confrontation d'idées. Why do they deny us free speech? I don't mind them holding meetings, do you? We may not go because we know how dull they'd be, but that's another thing. But I'm always delighted when our opponents show themselves to the people. I like their parliamentary candidates. I like their local candidates to have meetings. If only they could persuade anyone to go, it would be better still. Because the more people who see them, the better. Why is it then, my friend, that we are ready to debate anywhere and any time with any of them, but not one of them is ready to answer us or to meet us before the people in open debate? The reason is, my friend, clear and plain. We have a case that they cannot answer. Donc premièrement, la gauche s'imagine que ces idées sont extrêmement populaires parce qu'elle vit dans une bulle idéologique et elle ne se confronte jamais au point de vue d'autrui. Maintenant, comment moi je fais pour savoir que ces idées-là ne sont pas populaires? On pourrait me répondre, oui mais toi aussi tu vis dans une bulle idéologique. Donc tu ne peux pas savoir si des gens en dehors de ta bulle idéologique partagent ou non ces idées. Et bien justement, je ne vais pas me fier à mon entourage pour répondre, je vais me fier aux chiffres. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un tournant idéologique très prononcé dans le média qu'on appelle les comics. Ayant grandi dans les années 90, je suis très familier avec Spider-Man, Batman, etc. Et depuis une dizaine d'années environ, ils ont commencé à injecter de l'intersectionnel, de la culture woke dans les comics. Et depuis, c'est une dégringolade pour ce qui est de la vente de comics. Le dernier tollé en date, c'est d'avoir transformé Crâne Rouge, donc le nazi, en Jordan Peterson 2.0. Et ils ont même repris des phrases de Jordan Peterson et ils les ont mises dans la bouche de Crâne Rouge pour dire voilà, c'est un véritable nazi en fait, Peterson. Donc certains diront oui, mais c'est dû à l'âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes à l'âge de l'informatique, etc. Donc c'est normal que les comics ne se vendent plus, c'est un média mort, les livres ne se vendent plus très bien non plus, etc. etc., etc. Et c'est là donc que je vais vous sortir ma carte piège face cachée. Oui, petite référence à Yu-Gi-Oh! Puisque justement je vais vous parler des mangas. Si la raison pour laquelle les comics ne se vendent plus, c'est parce que les comics sont un média mort, il faut alors m'expliquer pourquoi les mangas se vendent mieux que jamais, aux États-Unis y compris, alors que c'est exactement le même média. C'est donc bien une question de contenu, et non pas une question de contenant. Les jeunes américains ne veulent pas entendre parler de l'idéologie woke, mais ils sont prêts à acheter des mangas parce que justement, les histoires contenues dans ces mangas ne sont pas de la propagande politique, quoique on peut retrouver dans les mangas des apologies de certains régimes
et des choses un petit peu tendancieuses comme ça. Donc effectivement, il peut y avoir la propagande politique à l'intérieur des mangas, mais elle n'est pas très souvent politiquement correcte. Donc voilà, pour conclure, je dirais que l'extrême gauche et le grand capitalisme partagent l'amour de l'immigration et de la diversité. Je dirais également que l'excuse utilisée par l'extrême gauche qui est de dire que si Google, etc. promeuvent la diversité et l'immigration, ça n'est pas parce que l'idéologie de gauche est populaire, mais au contraire parce qu'ils veulent que cette idéologie de gauche devienne populaire. Ils ne promeuvent pas vos idées parce que vous êtes populaire, vous promouvez leurs idées parce que vous êtes des idiots utiles.